Amis de la résistance, bonsoir. Pourquoi elle ricane celle-là? C'est fini la rigolade. Salut, le retour. Le retour du... Je reprends en main, c'est fini là, les amicheries. On va plus rire alors? Non. Oh, quelle tristesse, mon Dieu. Alors, ce soir, donc je reçois mes invités qui sont... Je vais tousser. Qui sont Camille Galli, directrice de Rivarol. Bonsoir. Bonsoir Camille, qui rentre d'un long périple balkanique et qui va nous raconter ce qu'elle a vu en Serbie, peut-être aussi en Bulgarie, non? Éventuellement. Ça peut intéresser le camarade Blanza qui est là aussi, qui est en train de devenir le spécialiste français de la Bulgarie. Blague à part. Hein. À force de yaourt. Ah bon? Et puis ensuite, nous recevrons quelqu'un que j'ai déjà reçu dans cette émission, qui s'appelle Jean-Paul Gilly, et qui a fondé un site internet pour les demandeurs d'emploi. Et on va parler de ça parce que c'est une initiative extrêmement intéressante qui semble remporter, je sais pas s'il faut dire un très grand succès. En fait, c'est une grande réussite. Voilà, c'est que je pense que succès, ça veut rien dire. C'est pour les. Puis ça me rend jaloux en plus. Moi, j'aime pas que les autres aient du succès. Et qui est venu avec Monsieur Montet, qui bonsoir, et qui a expérimenté cette méthode de recherche d'emploi. On parle de l'actualité, non? Ah bah oui. Ouais. Vous croyez? Parce que sans ça, on va recevoir une avalanche de mots. Moi, je sais pas. Ce que je vois, c'est que je peux pas m'absenter. Tous les ans, quand je pars en vacances, ils font des bêtises. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Ah bah je sais pas. Pas vous, mais j'en sais qu'ils en ont fait. Par exemple. Bah écoutez, l'année dernière, il y avait un parti. Je pars en vacances, je reviens, il y en avait 2. Cette fois-ci, il va bientôt en avoir 3. Alors l'année prochaine, il y en aura 6. Combien on va être? Croissez et multipliez-vous. Ah bah voilà. Voilà, donc, parce que oui, c'est une façon intéressante de développer la droite nationale. Voilà. Hein, au fond, c'est très gaulois tout ça. Chacun son vrai parti. Chacun son parti, voilà. Moi, je vais confonder le parti Béquet de Chien, dont je serai président, secrétaire général, trésorier et d'ailleurs seul adhérent. Bah, je pourrais être la chienne de garde du parti Béquet de Chien, puisque c'est très à la mode d'être chienne de garde. On ira s'installer à Buzinval, comme ça vous serez la chienne de Buzinval. D'autres actualités intéressantes, non? Moi, en tout cas, je suis bien content de ne pas être, comment dirais-je, employé dans les hôpitaux. À Marseille. Parce que les employés dans les hôpitaux à Marseille, ils ont du souci à se faire en ce moment. Bon, ils sont pas les seuls, faut dire, parce que il y a les employés d'hôpitaux, il y a les employés des rectorats, les employés de la sécurité sociale, des allocations familiales, qui se font prendre à partie et casser la figure régulièrement. Il y a les moniteurs d'auto-école, on a appris ça pendant les vacances, qui se font aussi bien démolir le portrait quand ils donnent pas le permis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les policiers et les pompiers, ça c'est évident. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a jamais les gens des impôts. Tiens, oui, c'est vrai. Il faudrait peut-être faire ça. Peut-être qu'ils ne s'aventurent pas là où il faudrait. Pas vraiment. D'ailleurs, ils sont peut-être pas concernés parce que c'est pas sûr qu'on paye beaucoup d'impôts dans ces régions-là. Mais c'est pas les seuls. Il y a également, qu'est-ce qu'il y a encore les instituts, les professeurs. Ah, mais les profs, il faut lire. Je sais pas si vous avez lu dans Valeurs Actuelles, un article qui fait référence à un livre publié tout récemment sous le nom de Sale Prof, sous le titre de Sale Prof, aux éditions Fixot. C'est littéralement ahurissant ce que raconte ce petit prof. Mais ça me paraît édulcoré, très édulcoré dans Valeurs Actuelles par rapport au journal de ce prof qu'avait publié il y a quelques mois le Figaro. Ah bon? Mais parce qu'aucun nom n'apparaît dans Valeurs Actuelles, tandis qu'il y avait des prénoms édifiants. C'est peut-être dans le bouquin qu'il n'y a pas de nom. On a édulcoré. Mais je sais pas, comment il pourrait s'appeler? Je sais pas, moi je vois pas, parce que c'est pas dit, non, effectivement, on sait jamais. Non, on ne sait pas, ce sont des Bretons, des Auvergnats, des Alsaciens, ou des immigrés. Des immigrés russes, polonais, enfin, on sait bien que les mafias en ce moment, les mafias des pays de l'Est, c'est dangereux. En tout cas, c'est pas des Kosovars, ça, on est sûr, parce que les Kosovars ont disparu. Vous avez remarqué ça, Michel Blanza? Les Kosovars, oui, mais ils ont été remplacés par les Albanais. Voilà, maintenant on avoue. Enfin, ils avouent que c'était des Albanais au Kosovo. Oui, enfin,
C'est la métamorphose multiple. Dès qu'il y a un problème, ils redeviennent kosovars. Vous avez vu aussi qu'il y a une chose... C'est la même chose avec les Tamouls, oui. Où on s'aperçoit quand ils sont chez nous au bout d'un certain temps qu'ils viennent du Tamil Nadu indien et qu'ils ne sont pas des réfugiés tamouls du Sri Lanka. C'est pareil, voilà, c'est ça. Mais maintenant, on va avoir des Timorés. Des Timorés, oui. Oui, des Timorés occidentaux. Voilà. Enfin, si j'ose dire. Voilà. Oui. Mais c'est bien, ça ajoute un peu de variété, parce que finalement, je dois dire qu'on s'ennuie, quoi. On était entre quoi? Regardez, prenez cette table, par exemple. Il y a une Corse, il y a un demi-russe, il y a une moitié de Serbes, donc on était entre franchouillards. On avait besoin d'un sang nouveau. D'ailleurs, il faut reconnaître maintenant, c'est la position officielle, le caractère multiconfessionnel et multiethnique de la France. J'ai remarqué. D'ailleurs, ceux qui veulent pas le reconnaître, ils ont même pas le choix, je pense. Oui. Par exemple, les employés de stations-service, on parlait tout à l'heure, ils ont pas mal de soucis aussi. Les employés des... Il y a qu'une chose d'ailleurs qui est pas multiethnique, ça m'a frappé beaucoup ces derniers temps, c'est les vigiles des supermarchés. Non, c'est unicolore. Ils sont monoethniques à 100% pratiquement. Là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est assez extraordinaire. Je suis allée voir après le démantèlement du squat de la Bourse. C'est un immeuble haussmannien absolument magnifique qui est devenu un immondice sur 6 étages et 2 façades. Et donc il a été vidé. Il faut peut-être donner des précisions pour les auditeurs du Monde. Oui, c'était un groupe d'artistes, enfin sikhs évidemment, qui ont fait quelque chose d'absolument abominable. Enfin, c'est au-delà, c'est même pas du sous-art, c'est n'importe quoi. Et maintenant, c'est gardé par des vigiles. Et c'est pareil. Et les vigiles sont monoéthiques. Mais il faut dire aussi que c'est une tradition. Hein. Il y a les tailleurs, par exemple, dans le temps, je sais pas si c'est toujours le cas, il n'y a plus de tailleurs d'ailleurs, mais enfin, dans le temps, les tailleurs, c'était quand même assez monoethnique. Les tailleurs de pierre? Non, les tailleurs des costumes. Les mineurs aussi étaient monoethniques. Il y avait pratiquement que des Polonais. Oh, il y a longtemps. Des Belges. Il y a quelques Belges. Enfin, ils se sont soignés depuis et ils font d'autres métiers. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin, c'est vrai qu'il y a des professions comme ça qui sont monoethniques. Et on voit, j'ai remarqué que les vigiles de supermarché sont monoethniques. Je sais pas, ça doit être un fait, c'est une coïncidence peut-être, hein? Est-ce que quelqu'un a une explication? Je pose pas la question à Jean-Paul Gilly, qui est un spécialiste de l'emploi, mais... Vous allez sûrement en avoir, parce que nos auditeurs ont toujours des explications. Par exemple, ils nous disent, à propos des collecteurs d'impôts, ils ne sont pas agressés, car ceux qui agressent les policiers, pompiers, infirmiers, professeurs, ne paient pas d'impôts. Voilà, c'est bien l'idée que j'avais. Mais ils devraient en payer. Mais comme ils n'en paient pas, ils n'agressent pas. Voilà. Donc c'est déjà que ça. Et puis alors, un autre aussi vous pose une question. Est-on privé de la presse en raison de l'absence du libre journal? Voilà, ça c'est ce que j'aime, ça. Pourriez-vous m'expliquer quel est le nouveau parti de la droite nationale? Ah non, je n'ai pas dit qu'il y avait un nouveau parti, mais je dis qu'il semblerait qu'il y ait une tendance qui est en train de se manifester. Je ne sais pas si ça va donner naissance à une nouvelle excroissance. Où donc avez-vous entendu parler de ça? Je sais pas, il paraît qu'à Orange, il y a eu une distribution de quartiers, en quelque sorte. Il y a des quartiers d'Orange, en somme. Chacun a voulu sa moitié d'Orange. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui s'en foutaient. J'ai lu dans Présent, qui n'est pas absent de mes lectures, que Bernard Anthony a écrit justement, il a fait un communiqué pour expliquer les choses. Il a fait un communiqué pour dire qu'il n'avait pas voulu à toute force participer à un débat mal engagé et mal continué. Je le cite textuellement. Et je trouve Bernard a tout à fait raison. C'est vrai que ce débat a été mal engagé et mal continué. Et je me permettrais même de dire, encore que je ne suis pas conseilleur n'étant pas payeur, que c'est un débat qui me paraît tout à fait hors de saison. Parce que la question de la multiconfessionnalité de la France, je vois pas bien en quoi elle est du ressort d'un parti politique. Je sais pas, enfin moi, je m'interroge sur la question de savoir si ça concerne vraiment un parti politique, cette affaire-là. Enfin, je sais pas. Accessoirement, je me demande si c'est ça. Voilà. Si vous voulez que je vous dise tout, je me demande vraiment si c'est ça que
que les Français attendent, qu'on leur explique qu'il faut prendre comme un fait que la France est multiconfessionnelle et multiethnique. Je pense qu'il y a d'autres priorités en ce moment quand on est un parti de la droite nationale. On peut peut-être s'occuper de... Enfin, moi, si... N'étant pas concerné directement... Mais vous faites partie du monde national, cher Serge. Alors, comme vous, mon cher donnez donc votre opinion sur la question. Voilà. En tout cas, je constate que si la multiconfessionnalité et le multiethnisme sont un fait patent, la situation générale, le chaos général est aussi un fait patent, parce que en dehors des ministres et des hommes politiques qui sont mis à l'abri derrière leur garde du corps, je vois pratiquement pas de Français qui soient à l'abri des conséquences de cette situation. Hein. Pendant toutes les vacances, on a entendu parler que de ça. Entre les demi-émeutes ou les pleines émeutes sur les lieux de villégiature, on a vu dans le Figaro, même il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'on a vu dans le Figaro magazine une enquête extrêmement intéressante. Assez hallucinant. Complètement ahurissante, où il y avait des beurs qui étaient envoyés par les municipalités en vacances à Benidorm. Bon, faut dire que c'est pas très chic d'envoyer des jeunes à Benidorm, mais enfin bon. Ils retrouvent leur tour, alors ils ne sont pas des pays. Ils passent des tours de je sais pas, de Créteil ou autour de Benidorm, simplement il y a un peu plus de soleil, et où il y avait un gars qui expliquait, enfin un des jeunes interrogés par le journaliste du Figaro, Aziz Zemouri, oui, journaliste du Figaro magazine. Donc un des jeunes interrogés lui expliquait que c'était dur parce que la vente de shit, ça n'a pas marché en France cette année, alors qu'on n'a pas de fric pour boire des coups dans les boîtes de Benidorm. Alors on est obligé de taxer les Espagnols. Alors il y a un petit Espagnol qui vient vers lui et qui lui dit « T'as pas du shit ?» Il dit « Si, donne-moi, alors je sais pas combien, 8000 pesetas ou je ne sais quoi. » Et le gars lui donne les 8000 pesetas et il dit « Donne-moi le shit. » Et le gars lui dit « Non, t'as été eu, t'es niqué, j'ai pas de shit, voilà. » Tout ça c'est en public, c'est très bien, c'est formidable. Hein, c'est la francophonie. C'est la francophonie. Donc ça fait partie quand même des bonnes nouvelles de l'été. J'ai voyagé un peu en France, j'ai quand même eu quelques surprises. J'ai vu par exemple, il y a un petit village en France, dans le sud de la France, qui s'appelle Caussade. C'est quand même pas Sarcelles, hein, Caussade. Alors, je suis allé sur le marché de Caussade et j'ai vu pratiquement, on peut dire que 80% des femmes de moins de 65 ans sont voilées. Ouais. Et un bon tiers. Peut-être contre le soleil. Hein. Oui, oui, absolument. Bah oui, ils n'ont pas besoin de bronzer. Et deux bons tiers du marché sont des produits halal. Donc là, on est tranquille, il n'y a pas de risque. C'est très très sérieux, le halal, il n'y a pas de vache folle chez les halal. Et le porc est complètement exonéré du ver solitaire. Est-ce qu'il y a des messages ? Je vois que vous épluchez avec... Autre profession monoethnique, les égoutiers de Paris, composés exclusivement de Français de souche. Français de souche. Français de souche, mon Dieu, le vilain mot. Oh là là. Le 36e de souche. Mais même, il y a une autre profession qui est monoethnique pratiquement pour l'instant, c'est les porteurs de l'hôtel Drouot, ce qu'on appelle des Savoyards. Une auditrice qui s'est promenée dans l'Ariège pendant les vacances a vu une maison du XVIIe siècle, classée monument historique, avec un drapeau sur lequel était écrit « Immigrés kosovars ». Quel choc, dit-elle. Oui, mais ça, je trouve ça pas chic du tout. Vous voyez, c'est la façon dont on traite les immigrés. On les loge dans des vieux trucs. Maison du 17e, je vous dis pas le confort qu'il doit y avoir là-dedans. Non, c'est scandaleux. Ça. Moi, alors là, je ne sais pas, je ne vous avais pas entendu dire ça. Contrairement à ce que vous dites, il y a toujours eu des mineurs d'origine française. J'en parle en connaissance de cause, vous n'avez jamais dit qu'il n'y avait pas de mineurs d'origine française. Non, j'ai dit que c'était les Polonais qui étaient mineurs. Mais il y a aussi les Français. Il y a pas que les Polonais. Il y a les Maurice Thorez. C'était pas polonais, il était mineur. Et Le Pen. Et Le Pen. Il était mineur. Un peu, oui. Bah oui, j'ai vu la photo alors. C'est tout. Je m'étonne que sur Radio Courtoisie, on n'ait entendu parler dans aucune émission des événements survenus samedi à La Roche-Migène. Vandalisme en tout genre. Alors, seul le présent d'hier en a parlé. C'est pourtant quelque chose d'énorme.
Eh ben, ça m'a échappé. Pourtant, je lis Présent tous les jours, comme tout citoyen normal devrait le faire, et ça m'a échappé. On vous dit, je tiens à la disposition de Serge de Beketch des photos de cette horreur de l'immeuble squatté place de la Bourse depuis 3 mois et demi. Mais on en a pas, enfin vous en avez beaucoup parlé, Présent en a beaucoup parlé aussi. Présent en a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est totalement ahurissant cette histoire. C'était un immeuble magnifique qui était juste en face de la Bourse, au coin de la rue du 4 septembre et de la place de la Bourse, qui était d'ailleurs le siège qui était le siège social d'un de nos amis notaires, Maître Galland, qui avait son cabinet, son étude de notaire ici. Et c'était somptueux, c'est un immeuble très absolument beau. Somptueux. Et son étude de notaire était une des plus anciennes de Paris, et il avait gardé soigneusement tout le décor intérieur. C'était un décor de notaire balsacien, c'est complètement extraordinaire à voir. Et puis l'immeuble a été vidé pour une opération immobilière, et il a été immédiatement occupé par les gens du droit au logement, ou je sais pas quelle association, qui l'ont transformé en squat d'artistes. Je sais pas si c'est le DAL d'ailleurs, peut-être pas. En tout cas, c'est un squat d'artistes. C'était des artistes autoproclamés, comme c'est le cas en général d'ailleurs, dont les activités essentielles consistaient à vider des pots de peinture dans des vieux bidets et à exposer ça. Enfin, je sais pas, nous avons un artiste à cette table, il pourrait peut-être nous donner son opinion. Mais, et c'était vraiment, ils avaient transformé ça, c'est un chancre purulent au cœur de Paris. Ça continuera en face d'ailleurs, d'un autre chancre purulent qui était la Bourse. Et dès qu'on les évacue de quelque part, une semaine plus tard, ils trouvent un autre lieu. Et il y aura donc une nouvelle, je crois qu'Alain Sanders disait un champ d'épandage, ça ne saurait tarder. Alors il faut quand même rapprocher ça de, par exemple, l'attitude des autorités en face de ce scandale, de l'attitude des autorités en face du camp de toile qui avait été dressé par les harkis sur la place des Invalides, où on a utilisé de toutes les mesures de coercition et même de violence pour les chasser. C'est-à-dire qu'on voit très bien, une fois de plus, qu'il y a vraiment 2 poids et 2 mesures. Quand c'est des citoyens qui réclament leurs droits et leurs dus, comme les harkis, on les chasse à coups de bâton. Quand c'est des crapules, des voyous, de la lie humaine qui occupe indûment un immeuble parisien, on les laisse faire pendant plusieurs mois. Il y a un autre exemple, là on a entendu Jospin dire le lot de monsieur José Bouffet, c'est comme ça qu'il s'appelle? Beauvais. Beauvais. Je crois que c'était Bouffé, oui, une tête. Et c'est un vieux trotskard. Alors ça, c'est des vieilles complicités de trotskard. Jospin a dit que c'était un type très bien. Bon, ce qu'il a fait n'est pas bien, mais lui est un type très bien. Et tout le monde s'est ému parce qu'on demandait 100 000 francs de caution pour le laisser sortir de prison. Alors, il y a 2 commentaires qu'on peut faire à ça. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est totalement scandaleux de demander 100 000 francs de caution pour le faire sortir de prison, étant donné que la caution est censée fournir une garantie pour s'assurer de la personne pour le cas où elle pourrait s'enfuir ou disparaître ou faire pression sur des témoins. C'est ce qui est l'utilité d'ailleurs de la préventive, c'est d'empêcher ça. Mais dans le cas de José Bouffet, on sait bien qu'il n'est pas du tout question de ça. Il n'a pas du tout la moindre intention de disparaître. Il n'a pas la moindre intention de faire pression sur des témoins, puisque tout le monde sait ce qu'il a fait et lui-même le revendique. Donc pourquoi l'a-t-on mis en préventive? Il n'y avait aucune raison, sinon pour faire plaisir au groupe McDo. Et pourquoi exige-t-on une caution pour le remettre en liberté? C'est totalement indéfendable. Mais c'était encore plus indéfendable quand on a demandé 1,5 million, près d'1,5 million de caution à Pousset, le président du CDCA, qu'on a envoyé en prison pendant 1 an, sur le soupçon qu'il aurait dit, qu'il aurait proféré des menaces contre un magistrat, ce que lui a toujours nié. Il a dit, j'ai jamais voulu dire ça, j'ai jamais proféré la moindre menace de violence ou de mort, évidemment, contre un magistrat. Eh bien, sous ce simple soupçon, on l'a envoyé en prison, où il est resté pendant 1 an. On a exigé 1 300 000 francs de caution pour qu'il sorte, et les médias s'en sont pas émus du tout. Tout le monde a trouvé que c'était tout à fait normal. Donc, quand il s'agit d'un provocateur trotskiste, parce que c'est clair que
Bouvet est pas autre chose qu'un provocateur trotskiste. Ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il fait le coup. Il va pas s'arrêter demain et il n'a pas commencé hier. Dans notre numéro qui paraîtra vendredi, il y a justement un article sur ne pas se tromper de martyr. Oui, c'est ça, voilà. Un héros totalement fabriqué. Oui, c'est Spartacus, c'est totalement médiatisé. C'est un personnage comme on en fabrique, comme les médias en fabriquent à longueur de journée. C'est des héros à la comment s'appelle Omar Mathieu, qui n'a tué personne et qui est remis en liberté. C'est différent, mais c'est de même nature, c'est-à-dire que sont des héros, des marionnettes médiatiques fabriquées. On met ça en avant, puis ils disparaissent quelques temps plus tard. Mais ça occupe le terrain. Et ce qui est incroyable, c'est que ça occupe le terrain avec la complicité ça marche très bien. Ça marche très bien avec la complicité du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture qui a dit lui-même qu'il ne comprenait pas la mise en détention. Mais c'est vrai extraordinaire quand même, alors que le ministre de la Justice prétend que pour la première fois, il y a un gouvernement qui ne donne aucune directive aux magistrats. Oui. Mais tout le monde s'y est laissé prendre. Beaucoup de Français, je suis sûre que si on faisait un sondage, beaucoup de Français prendraient José Bové pour un authentique héros. D'ailleurs, la preuve, c'est que pratiquement en même temps, FN et MN ont sorti un communiqué plus ou moins comprenant son combat. Ça, c'est le syndrome de Robin des Bois. On nous fait le coup de Robin des Bois maintenant une fois par an au minimum, chaque fois qu'il y a un type. Alors il y a deux syndromes. C'est le syndrome de Robin des Bois quand c'est des vieux, des moins jeunes qui appartiennent à des professions comme il y a eu le Robin des Bois des routiers, il y a eu le Robin des Bois maintenant c'est des agriculteurs. Curieusement, un Robin des Bois des petits commerçants, ça marche moins bien parce que je sais pas pourquoi ils ont moins la cote. C'est bon. Et puis il y a l'autre truc, c'est le petit jeune brillant. Qui curieusement d'ailleurs c'est presque aussi une catégorie mono-ethnique qui prend la parole au nom des lycéens, au nom des collégiens, et on voit tout d'un coup un gosse de 16-17 ans qui émerge. Ça se passe en général au moment de la rentrée, c'est ou une fille ou un garçon, ça c'est assez variable, qui émerge et qui se met à parler, parfois les deux, et qui curieusement se met à parler un langage qu'on a entendu depuis 50 ans tout le temps, qui est le langage des gars qui sortent directement des écoles du parti ou des écoles de cadre trotskistes. Et alors, on voit la mécanique intellectuelle se mettre en place, on entend le discours, on voit le style et tout, on les reconnaît. Et donc, il doit y avoir un élevage de petites vedettes médiatiques tenues par quelques éleveurs trotskistes. Peut-être que Bouvet je sais pas comment vous dites, en fait partie d'ailleurs, puisqu'il est éleveur. Donc, en plus des chèvres, il doit élever des jeunes trotskistes, je suppose, qu'ils envoient généralement régulièrement à la télé, à la radio, dans la presse. Alors maintenant, on a compris, avant on choisissait des viragos et des têtes de Piaf. Maintenant, on essaye de prendre des gens qui sont un peu jolis à regarder. Ça avait commencé avec la petite socialiste, là, dont j'ai oublié le nom. Je suis pas le seul. Thomas. Voilà. Isabelle Thomas. Ouais. Mais je vois que vous avez plus de mémoire que moi. Et après, on a eu Delphine. La fameuse grève de 86. La grève étudiante. Voilà. La grève étudiante de 86. Il y a M. Assouline qui était derrière. Après, oui, bien sûr. C'est derrière. Voilà. Alors, je crois que c'est intéressant de parler de ça, parce que ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur... C'est aussi une technique qui est employée même sur des choses beaucoup plus graves, les guerres. On choisit le moment où on sait que les conflits doivent arriver. Donc on les laisse, là c'est vous donner le conflit de substitution, mais on peut aussi faire en sorte qu'un conflit qui doit arriver éclate un peu trop tôt, au moment où le rapport de force est favorable. Et bon, vous avez ça au Daghestan par exemple. On choisit le moment où ça doit exploser, et à partir de ce moment-là, l'histoire des Balkans, tout ce qui guette la région, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, toujours à propos des personnalités mises en avant, on a un exemple avec les Albanais. Le représentant des modérés albanais, dont Rugova, il a été écarté parce que véritablement, avec sa tronche et son côté vieux prof grippé, ou vieil instituteur grippé, il pouvait pas servir de vedette médiatique. Ça pouvait pas marcher. Tandis que le jeune représentant alors lui, très beau garçon, style un petit peu péplum ou film
film italien, oui, film italien, je trouve qu'il fait tout à fait, on dirait les films du samedi soir sur la. C'est amusant, mais ce qui est dommage, c'est que ça se traduise par la mort de dizaines de milliers de personnes. Oui. Ces images-là sont dangereuses, en fait. Mais ça marche. Le sondage que vous évoquez de je ne sais quel magazine féminin qui a désigné les hommes les plus sexy de l'année, a désigné Jimmy Shee. C'était Marie-Claire. Jimmy Shee et Bernard Kahn. Et pas le général Wesley Clark. Non, lui le canard enchaîné. Jimmy Shee qui doit se moquer profondément de plaire aux femmes et Bernard, il est anglais, oui. Et Bernard Kouchner, autrement dit, le porte-parole et le porte-sac de riz, qui ont été choisis comme les hommes les plus sexy de l'année. Voilà. Mais c'est-à-dire que la propagande vient de tous les côtés, aussi bien du journal féminin que de la bande dessinée pour enfants, subventionnée par le Centre national du livre, éventuellement. On ne soulignera jamais assez la nocivité des médias collatéraux, qui sont des désastres comme la presse féminine devrait être absolument supprimée. Enfin, et quand je pense que la Croix va remplacer le malheureux Bonne Soirée, qui du moins était totalement inoffensif, par un magazine qui lui sera de notre temps pour les femmes actives et engagées, je crains le pire. Ah oui, c'est nos grands-mères qui vont être surprises quand même quand elles vont voir arriver ça. Mais tiens, puisqu'on parle de magazines, je signale que mon camarade et ami Michel Blanza m'a communiqué quelque chose qu'il a probablement ramassé dans une poubelle, je sais pas. Oui, tout à fait. C'est un magazine qui s'appelle 20 ans. Alors, je signale aux parents, parce que là, c'est quand même très important, je plaisante pas du tout. Si votre fille, en général, c'est des gamines de 12 à 16 ans qui lisent 20 ans. Si vous voyez votre petite fille avec 20 ans, il est temps de vérifier. Il est temps de vérifier ses lectures, parce que vous croyez peut-être, comme moi je le croyais, comme plein de gens le croient tranquillement, que la presse pornographique, les journaux cochons, sont planqués dans les kiosques, ou s'ils sont mis en façade, la vente est interdite aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, et que les kiosquiers font attention. Et peut-être même que certains kiosquiers font attention et vendent pas n'importe quoi, n'importe qui. Mais 20 ans, quand vous voyez un magazine qui s'appelle 20 ans avec une jeune fille en couverture, et qu'une jeune fille de 16 ans vient vous l'acheter, vous lui vendez. Eh bien, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent, et je voudrais pas choquer, et puis il y a des personnes aussi sensibles qui écoutent. Mais regardez-le dans un kiosque, ne l'achetez pas, mais regardez-le, feuilletez-le et regardez les titres. C'est totalement ahurissant, mais c'est ahurissant. Je ne pouvais pas imaginer des choses pareilles. Même de mon temps, à l'époque de mon service militaire, même les journaux les plus de caserne, on va dire. De caserne, voilà, n'atteignaient pas ce niveau-là. On n'aurait pas laissé circuler des journaux. C'était nettement plus sain, on peut le dire. C'est-à-dire quand il y a une partie qui est vraiment réservée à ça, on sait qu'il y a une partie de la population, mais là il s'agit vraiment d'atteindre dès le pas le berceau, mais enfin dès la communale ou quasiment. C'est renversant. Alors on pourrait croire que c'est obscène, d'une obscénité répugnante. Et c'est pas une manière de parler, c'est vrai. Vous avez des conseils, des reportages. Par exemple, je peux dire une chose, il y a un reportage, une jeune femme qui a fait un reportage dans un magazine qui s'appelle 20 ans, qui est lu par des jeunes filles de 12 à 16 ans, je le rappelle. Un reportage dans une boîte échangiste. Elle raconte avec les mots les plus crus du vocabulaire ce qu'elle a vu et fait dans cette boîte échangiste. Il y a un article, enfin bon, j'arrête parce que je serais forcé de dire des choses débutantes. Donc, quand vous voyez votre fille lire ça, ou votre petite fille lire ça, vous pouvez vous en occuper quand même. Et je signale que c'est pas du tout fait par des officines de vieux détraqués. La maison d'édition qui fait ça, elle est dirigée par un monsieur qui est un monsieur tout ce qu'il y a de plus recommandable, puisqu'il est également l'éditeur de Science et Vie. Donc c'est la maison d'édition de Science et Vie qui publie le journal 20 ans. Et si vous avez l'occasion d'aller dans une maison de la presse et de le feuilleter, je vous recommande de le faire. Je vous garantis que vous allez avoir des drôles de surprises. Vous savez que quand même les personnes maintenant qui ont 40, 50 ans et plus
le nombre de cochonneries qu'elles ont déjà absorbées et qu'elles contiennent naturellement, c'est-à-dire avec la télévision tous les soirs, avec les journaux, avec les livres, avec les sollicitations permanentes, si elles ne savent pas se défendre, si elles n'ont pas des raisons de s'armer contre, c'est évidemment un danger pour les jeunes qui suivent. Oui, mais enfin, moi je vous assure, j'aurais une fille de 12 ans ou 13 ans et je la verrai lire ce journal-là, je pense que je vais dans les locaux du journal et je vais leur donner des nouvelles du pays. Il y a un avantage, c'est qu'à 12-13 ans, ils ne savent pas lire. Oui, voilà. Bon. Il faut rendre grâce à notre bon corps enseignant. Laissez le corps enseignant en dehors de ça, c'est Allègre. Oui, c'est M. Allègre. Enfin, M. Allègre, il n'est pas au pouvoir depuis 40 ans. Non. Donc on va pas dire de mal de profs, exceptionnellement. Alors, d'autres choses et avant de donner la parole à... Justement, c'est avant de donner la parole à Madame Galli, qui a 2 messages pour elle, qui la concernent. Un pour une fidèle abonnée de Rivarol est contente du retour du journal de rentrée du 3 septembre et de la superbe page 6. Merci à Madame Galli d'écrire aussi bien et à Serge de Bécatch de l'avoir reçu. Merci, madame. J'ai vu le numéro, mais la page 6, qu'est-ce que c'est là? Eh bien, je pense que c'était justement le reportage sur Belgrade. Oui, bien sûr. Oui, c'est un bon numéro. Il y a un merveilleux papier d'Anne Brassier aussi sur la Normandie de la Varande. Et puis voilà l'opposition. Il y a plein de bonnes choses. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez quelque peu changé de veste à l'égard de Jean-Marie Le Pen? Pour moi qui vous achetais chaque semaine, je ne le fais plus. Eh bien, monsieur, il faut continuer à nous acheter chaque semaine. Vous verrez cette semaine un très intéressant article sur l'université d'été du Front National, où nous avions un envoyé, comme nous en avions un, à l'université des jeunes du Front National. Voilà. En plus, j'ai changé de veste. Je vois pas en quoi on a changé de veste. On n'a pas changé de veste. On n'a pas changé d'un iota. Nous, on est toujours, enfin, moi, je parle pour moi, j'ai toujours été un partisan de l'unité de la droite nationale, et je reste un partisan de l'unité de la droite nationale, c'est tout. Pour moi, il n'y a qu'une droite nationale, qui est des tendances, des sensibilités différentes. C'est pas d'hier que ça date. Moi, je me souviens d'une époque. Nous sommes transcourants. Voilà, c'est ça, transcourants. Nous sommes. Pierre Sidos. Ce sont les idées qui nous intéressent et non les hommes. Pour moi, Pierre Sidos appartient à la droite nationale. Jean-Marie Le Pen appartient à la droite nationale. Bruno Maigret appartient à la droite nationale. Et ça s'arrête là, d'ailleurs, pour moi. Abonné au Libre Journal, nous dit cette autre auditrice. Je serais désireuse de rencontrer Serge de Bécatch au BBR. Y sera-t-il? Je viens de province. Ben écoutez, si vous voulez me voir, c'est pas au BBR qu'il faut aller parce que je n'ai pas été invité à y participer pour des raisons qui m'échappent. D'ailleurs, pour la première fois depuis de longues années, je n'y serai pas. En revanche, Rivarol y sera, je crois. Hein. Oui, nous aurons un stand. Voilà. Mais vous pouvez venir nous voir au journal ou au 4 Place France Liste. C'est avec plaisir que nous vous recevrons. C'est tout. Bien, alors... eh bien, Camille, pardon, on va, si vous voulez, avant d'évoquer par votre voix la Serbie et les Balkans, on va les évoquer par un biais qui peut paraître un peu rustique, mais qui est quand même bien intéressant. C'est joli. C'est rustique, mais joli. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça parle à toutes les fibres de mon âme slave. Blandin, que ça parle? Moi, j'ai pas d'âme slave. Non, j'ai une âme française. N'oubliez pas. Ma mamelle votre mamelle est française? Oui, certainement, oui. Alors, oui, mais malheureusement, ça, c'est la marche sur la Drina, marche Nadrini. Et c'est un très très vieux chant des combattants serbes contre un peu tous les balkaniques. D'ailleurs, on sent bien que repris. Au début, ils doivent chanter ça en montant. C'est un pays montagneux. Oui. Donc ils chantent en montant, puis la suite, c'est en descendant. Mais malheureusement, maintenant, à Belgrade, on entend beaucoup. On ne voit plus Marche Nadrini dans chez les marchands de disques, la techno, beaucoup supplanté les vieux chants traditionnels
Et c'est là quand même où l'on voit le succès des Américains finalement, parce que ça, l'opposition aux Américains, aux Occidentaux, aux fumiers et aux putes françaises. Je cite là ce qu'on peut lire sur par exemple, sur les murs du siège d'Air France qui a été complètement soufflé. On dirait qu'il y a eu une bombe. Et donc vous êtes les putes de Clinton, vous êtes des fumiers, etc. En français et en serbe mais cette opposition se fait plus ou moins sur fond de dance music. Alors c'est toute l'ambiguïté de la chose. On avait eu l'impression pendant un moment qu'il y avait une réaction contre ça et que justement tout l'attirail hétéroclite américain de danse, de bouffe, de costumes, de gadgets et tout a été un peu abandonné. C'est pas le cas. De bouffe sûrement, parce que les conditions malheureusement ont beaucoup changé. L'attirail vestimentaire. J'ai trouvé en Bulgarie et en Serbie vraiment les filles sont des clones de je ne sais comment s'appelle cette actrice qu'on voit partout, de Pamela Anderson, je crois. Ouais. Il y a les uniformes de surfeurs américains, le piercing, tout ça. C'est donc qu'ils ne sont pas entièrement mauvais s'ils ressemblent à ce point aux Américains. C'est terrifiant quand même. Ah oui, j'ai été assez terrifiée par le piercing. Je dois dire que quand je vois partout sur la Mihailova à Belgrade des petites affichettes en anglais piercing. Qu'est-ce que c'est, madame, le piercing? C'est d'avoir les anneaux dans le nez, dans les lèvres, dans le nombril, etc. On va en rester là peut-être. Oui, mais ça, je dois dire que c'est profondément déprimant. Et je dois dire que je ne l'ai pas vu à Zagreb et à Ljubljana. Donc, c'est peut-être ont-ils déjà subi la mode et l'ont-ils digéré. Je l'espère. Ça viendra. Je ne dis pas que... Vous êtes allé là-bas comme Français, bien sûr, vous vous êtes fait connaître comme Français, j'imagine. Ah oui. Quelle est la réaction? Enfin, non, je dois dire que les gens ont été extrêmement... vous savez, moi, quand c'est très simple pour lier connaissance, il suffit d'avoir une carte et puis de dire excusez-moi, govorite govorite francuski, angliski, italianski, bon. Et puis après, quand on est étranger, les Serbes ont vraiment terriblement besoin de communiquer. Ils ont été d'une gentillesse absolument inouïe. C'est incroyable. M'invitant immédiatement chez eux, je crois qu'ils étaient très contents que des étrangers viennent. Les gens sont venus pendant la guerre. Maintenant, Belgrade est un désert. Il n'intéresse plus personne. Et maintenant, la Serbie n'intéresse plus personne. Or, je crois que c'est maintenant qu'elle a besoin qu'on se soucie d'elle. Vous êtes resté simplement à Belgrade ou vous avez... Non, je suis allé à Novi Sad, c'est tout. Je suis allé dans la banlieue. Est-ce qu'il y a une différence entre la capitale et le reste du pays? Enfin, dans le comportement, je dirais, la façon dont ils ont assumé, digéré ce qui leur est arrivé. D'abord, est-ce qu'ils l'ont digéré? Quelle est... Non.
Non, ils ne l'ont absolument pas digéré. Au bout de quelques minutes de conversation, on en revient à ces 3 mois d'alerte, de tension extrême, de peur, et ils n'ont toujours pas surmonté l'étonnement. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai dit dans mon papier, j'ai retrouvé un peu, si vous voulez, ce que j'avais entendu en Afrique du Sud, où les gens ne comprenaient, ils avaient été les bourgs, ils avaient été le petit peuple courageux, montré en exemple, et quand j'y étais allée, ils ne comprenaient absolument pas cette mobilisation. C'était à l'époque de l'embargo. Oui, moi, c'était dans les années, à la fin des années 70, ou les débuts des années 80. Les Sud-Africains, les Afrikaners ne comprenaient absolument pas l'animosité et l'antipathie que leur manifestait la France, par exemple. Et j'ai retrouvé exactement la même chose en Serbie, où les gens ne comprennent pas. Ils ont été un peu trop idéalisés pendant trop longtemps. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu que l'amitié franco-serbe ait été une chose vraiment tellement importante qui est marquée. Je crois que ça a marqué notre histoire, mais pas toujours en bien. Ça a marqué nos grands-parents surtout, qui eux avaient vécu ça. Oui, et puis après, c'est resté un acquis. Comme il y a des familles où on dit oui, mais enfin, on est amis avec les machins. Je vous renvoie avant la guerre de 14 à l'attitude du ministère des Affaires étrangères serbe qui n'était pas d'une transparence totale, ni peut-être d'une francophilie absolue. Pendant la guerre d'Algérie, vous me direz que ça c'était le régime titiste et non pas le régime serbe. Mais enfin, je connais beaucoup, j'avais pas mal d'amis serbes que j'avais connus quand je faisais du serbe au Langso et qui se sont précipités comme coopérants en Algérie quand les Français, tous les Français sont partis. Donc, je mets un peu l'amitié franco-serbe entre guillemets. Mais les gens, je vous dis, ne sont pas plus encore que la tension, le stress, comme ils disent. C'est l'étonnement d'avoir été d'avoir été bombardés qu'ils n'ont toujours pas surmonté. Est-ce que les conséquences sur la vie intérieure, la vie politique intérieure sont ce que pouvaient attendre les bombardeurs, puisque les bombardeurs nous ont dit on bombarde pour que, en fait, ils ont voulu refaire une opération à l'irakienne pour convaincre les Serbes de se débarrasser de Milosevic. Alors est-ce que ça a porté ses fruits? Je parle pas dans les organisations politiques, je veux dire dans le peuple. Quelle est l'attitude des Serbes? Comment parlent-ils de leur pouvoir aujourd'hui? Écoutez, moi, je n'ai pas rencontré un seul partisan de Milosevic. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que les amis que j'ai vus, les gens que j'ai rencontrés, c'est peut-être un hasard, étaient tous contre le pouvoir. C'est très difficile. Enfin, en France, c'est impossible de rencontrer quelqu'un qui soit pro-Milosevic. Chez les Serbes, moi, ceux que j'ai rencontrés, c'est même pas... Enfin, la question se pose même pas. Pour les raisons les plus diverses. Oui. Mais ils ne savent pas qui à la place de Milosevic. Est-ce qu'il y a comment dirais-je, encore une espèce de joie de vivre, une espèce d'enthousiasme. Chez les Serbes, chez les Serbes, dans les peuples de ces régions, les peuples slaves en général, il y a une espèce de formidable appétit de vivre, une espèce d'enthousiasme qui revient tout le temps, même dans les pires circonstances. Est-ce que vous avez retrouvé ça? Je n'étais pas retournée à Belgrade depuis 88. Où déjà, je dois dire, on avait très peur de l'indépendance albanaise. Les gens parlaient de
de la Constitution qui donnait la possibilité à l'Albanie de demander son autonomie, au Kosovo, au Kosovo, de demander son autonomie puis son indépendance. C'était déjà en 88 une inquiétude sourde, plus sensible d'ailleurs au Monténégro que à Belgrade même, où c'était plus loin. Mais j'ai trouvé donc depuis 88 une ville très triste. Très triste. Ça, bon, le soir, elle ne vit pas, les restaurants, sauf les endroits où il y a vraiment des jeunes. Mais j'ai vraiment une très grande tristesse. C'est une impression qu'on ressent en lisant un livre qui est pas très 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 récent, mais qui vient d'être réédité et qui est vraiment moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est un livre magnifique qui s'appelle Le Serbe de Ratkovic, et on a cette impression quand on lit le livre. Le début du livre raconte son enfance, et c'est magnifique, cette enfance dans la campagne serbe. C'est quelque chose de très émouvant et très beau. Et puis petit à petit, il raconte son adolescence, puis comment il devient jeune homme et comment il s'en va. Et puis, il s'en va pour travailler en France, et il revient là-bas. Et là, on a une impression de quelque chose qui est tombé sur ce pays, une espèce de chape de tristesse. Et donc, vous avez, vous, ressenti la même chose? Très, très. Ça a été presque ma première impression. J'ai pris un wagon-lit de Sofia à Varna. J'ai trouvé, je n'étais pas retournée depuis 75 en Bulgarie, j'ai trouvé que la Bulgarie avait, elle, changé extraordinairement, que les gens étaient beaucoup plus extravertis qu'ils ne l'étaient à l'époque. C'était pas tellement difficile. Ce n'était pas difficile. Et donc, j'avais pris un autocar de Varna à Sofia, où tout le monde parlait, plaisantait dans cet autocar. Et vraiment, ça me serrait le cœur, ce wagon-lit où nous étions 7 pour tout le wagon-lit. C'est quelque chose déjà de sinistre. Il n'y avait pas d'eau. On m'a montré comment, j'étais seule naturellement dans mon compartiment de 2e classe, comment fermer le verrou, comment fermer la barre de sécurité, et ensuite on apportait dans chaque compartiment une barre de fer pour sceller la porte du wagon-lit. Mais pourquoi ça? Il y a une insécurité particulière? Alors, je ne sais pas. S'il y a, je n'ai pas réussi à me le faire expliquer. Si c'était, ils ont peur que des gens montent, qu'il y a une telle misère dans certains endroits, puisqu'on passe par Niš, par exemple, que le train s'arrêtait à Niš, qu'il y ait des réfugiés, peut-être des réfugiés tziganes qui montent, qui s'infiltrent dans les wagons, et puis en arrivant à ces noces, je suis arrivée un dimanche, il y a toujours des noces à Belgrade l'après-midi, et j'avais la gaieté, l'étincelle que je ne l'ai pas retrouvée. Est-ce que vous diriez que l'ordre mondial a gagné? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont arrivés à tuer l'âme serbe? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Non. Il en faut, je crois, davantage. D'autant plus que je dois dire quand même que les frappes, si vous voulez, ont été vraiment chirurgicales. Enfin,
c'est très ciblé. C'est pas. Il s'est trouvé quand je revenais de Belgrade à Zagreb en train, et toujours en 2e classe, je me suis trouvé avec un monsieur qui m'a. Nous avons engagé la conversation et nous avons d'abord parlé de. Il se trouvait qu'il était un flamand. Et il était allé exprimer sa sympathie à des amis serbes. Il avait également passé 15 jours en Serbie pour montrer qu'il était de tout cœur avec eux. Et nous avons finalement parlé des destructions. Et il m'a dit, évidemment, ça n'était pas les destructions en Allemagne. Je lui ai dit Dresde, et il m'a dit, oui, mais pas seulement Dresde, Hambourg, Lübeck, Stettin. Bon, il s'est trouvé que cet homme, le seul étranger que j'ai rencontré, donc qui était allé à Belgrade pour dépenser son argent et montrer qu'il était là, était un ancien de la Danemark. Voilà, c'est drôle. Et qu'il connaissait nos rivales. Voilà, ça, c'était assez amusant. Donc, si vous voulez, ce n'est pas en effet les destructions de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Mais en province, c'est nettement, ça a été beaucoup moins chirurgical. À Belgrade, ça a été, on savait qu'il y avait des journalistes, des ambassades. Mais en province, il y a vraiment on voit des plaies, des quartiers très abîmés. Je ne parle pas des usines. Michel, vous avez eu des informations par des informations de sources personnelles sur ce qui se passe en Serbie et tout. Est-ce que ce que raconte moi je n'y suis pas allé, je n'ai pas vu. L'idée que je m'en fais par rapport à ce qu'on m'en dit, c'est déjà que la guerre maintenant n'a plus besoin de faire de toute manière les destructions massives d'autrefois. Il s'agit de saigner doucement un pays pour que ça s'en aille doucement. Autrefois, par exemple, Léon Bloy disait l'argent c'est le sang des pauvres, pour reprendre des images. C'est à peu près ça. On vise tout ce qui peut produire, tout ce qui peut permettre au pays de s'en sortir. Et puis, vous avez ce qui se produit en Irak, c'est-à-dire 1 million de morts en Irak au bout de quelques années. Je me rappelle avoir vu une rencontre à Montgeron. À Montgeron, c'est un endroit où se trouvait autrefois, vous avez connu, vous m'avez dit, on en avait parlé, l'émigration russe. Là, maintenant, ce sont les émigrés serbes qui ont repris le lieu, et c'est à peu près le même destin qu'ils connaissent actuellement. Ils sont chassés de partout, personne ne veut les entendre. On est largement responsable de ce qui leur est arrivé. On l'a voulu, même souvent méchamment, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils étaient, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'on nous faisait faire. Et donc j'ai vu au milieu de tout ça 2 dames très dignes qui essayaient de rire, en effet. Et visiblement les Serbes sont assez forts moralement et savent faire face bravement au lieu de pleurer devant des caméras. Et bon, on a parlé. Qu'est-ce que m'ont dit ces 2 femmes ? Il y avait une assez jeune, une cinquantaine d'années, d'une vingtaine, c'était la mère et la fille. La mère m'avait expliqué que sa première fille, elle venait du Monténégro, était morte, elle était docteur en médecine, il n'avait pas de médicaments, parce que l'hôpital où il était, les médicaments avaient été vendus au marché noir. Et ça, c'était il y a quelque temps déjà. Elle était morte, évidemment, on meurt toujours bêtement, mais là, il s'agissait d'une grippe, donc une maladie chez nous extrêmement courante, que tout le monde traite sans problème aucun. Et elle avait donc quitté le Monténégro. Le Monténégro, ce n'est pas la Serbie, c'est un petit peu différent. Les gens qui composent l'essentiel de la population Monténégro sont des Serbes. Maintenant, on dit des Monténégrins, mais autrefois, c'était à peu près la même chose. Ils parlent la même langue sans problème, ils ont exactement la même structure mentale, ils ont une même expérience de l'occupant turc, ils ont résisté différemment, ils ont connu des petits épisodes différents, il y a eu 2 familles différentes régnantes au moment du début du siècle, mais bon, c'est globalement la même chose.
les Monténégrins n'ont qu'un seul rêve, c'est de se dissocier des Serbes, parce que justement c'est trop dur, ça fait très longtemps qu'on les... Oui, et ça les Serbes, ça les attriste, c'est une chose. La trahison des Monténégrins, c'est une chose qui les a touchés profondément. Mais enfin, je crois que s'ajoutant à la guerre, il y a quand même les difficultés dues aux sanctions depuis, qui durent depuis une dizaine d'années, qui ont asphyxié complètement le pays et qui provoquent un chômage entre les usines qui ont été bombardées et les usines qui ont dû fermer parce qu'elles ne pouvaient plus se procurer par les voies légales et démocratiques les composants étrangers dont elles avaient besoin. Le chômage est quand même tout à fait considérable. Il y a de quoi appréhender l'avenir avec beaucoup de pessimisme et de crainte. Et les gens qui ont un emploi très mal payé avec des mois de retard. Des mois de retard où beaucoup ne font rien parce qu'il n'y a rien. On les garde, au lieu qu'ils soient dans la nature, on les garde à des salaires extrêmement bas et ils ne font rien. Or, ils s'étaient habitués dans les années 80, ils s'étaient habitués à bien vivre, à voyager, à acheter des livres, à aller... Même dès les années 60, puisque même dès les années... oui. Enfin, parce que c'était les gens libres des pays socialistes, c'était ceux qui circulaient. C'est vrai, on n'avait pas besoin de visa pour aller... et eux, ils circulaient beaucoup. Ils circulaient énormément. C'était pas comme les Bulgares qui, eux, étaient... Oui, totalement... Ça, les Bulgaries, c'était l'enfer. C'était voilà. Oui, l'enfer. Mais donc, si vous voulez, il y a une régression énorme. À mon avis, c'est vraiment la question à laquelle on devrait être tous attentifs, parce que ça pose des questions morales. Je suis très 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 étonné que les gens d'église ne se préoccupent pas de cela. Qu'il n'ait rien dit sur l'Irak, ou quasiment rien par rapport à l'énormité des choses, c'est quand même quelque chose d'effrayant. On saigne un pays, on l'accepte que, comme ça, 1 million de personnes disparaissent, et volontairement. Et on donne un tour de clé supplémentaire chaque mois, chaque semaine. Je trouve ça tout à fait atroce. C'est bien plus difficile à concevoir que la guerre dans l'énervement avec la baïonnette qui se retourne dans le ventre, pour prendre une image. Là, c'est vraiment volontaire. C'est le FMI qui arrive d'un côté, la World Bank de l'autre, les organismes internationaux, Jacques Chirac qui fait un discours pour expliquer où sont les méchants, qu'il a sauvé des ponts, et ainsi de suite. Et puis, il y a beaucoup de ponts qui coulent sous l'eau, comme ça. Voilà, on n'a pas fait le tour de la question, bien sûr, mais le tour de la question, si on veut approfondir, on peut et on doit lire Rivarol, puisque mais on doit lire Rivarol, puisque vous publiez là de nouveau un article sur l'épuration ethnique et religieuse au Kosovo. Oui, il y a quand même près de 50 églises de monastères, des monastères médiévaux. C'est irréparable. L'UNESCO aurait dû réagir. Oui. Parce qu'une bonne partie était déjà classée depuis très longtemps. Oui, mais enfin, l'UNESCO... L'UNESCO empêche les pays dont elle a classé les sites de faire des choses autour, mais elle n'empêche pas l'OTAN et les musulmans de... L'important, c'est que les buffets de fin d'année soient bien garnis pour ceux qui y vont. Si vous voulez, ce que je peux dire, en tout cas, à l'issue de ce voyage dans les Balkans, puisque la Bulgarie est à peu près ethniquement harmonieuse. Pour l'instant. Pour l'instant. La Slovénie, n'en parlons pas, et la Croatie à peu près aussi. C'est que je crois que vraiment une nation multiconfessionnelle est une nation condamnée. Qu'il s'agisse, on l'a vu au Kosovo, on le voit au Timor actuellement. Au Liban? Non, mais là, les deux tragédies de ces quelques mois, ça ne marche pas, et ça se traduit par des flots de sang et par un malheur pour toute la région.
Ça pose le problème de l'islam aussi, particulièrement. Oui, c'est ce que dans les deux pays, c'est ce que voilà, oui. C'est ce que je conclus mon édito cette semaine, où c'est justement du Kosovo au Timor, le deux poids deux mesures, l'hypocrisie incroyable de l'ONU et des gendarmes du monde. Qui sont intervenus contre les 10 millions de Serbes, mais qui évidemment n'interviendront jamais contre les 200 ou 220 millions d'Indonésiens. C'est que la coexistence entre l'islam et la chrétienté, et je parle de chrétienté au sens vraiment très large, au sens de culturel et de civilisationnel, pas de religieux, est impossible. Des questions, des messages Merci pour la magnifique musique entendue pendant la coupure. Nous n'oublions pas les Serbes et nous sommes heureux de retrouver Serge de Beketch. Est-ce que vous pouvez nous... Serbe de Beketch, je l'ai entendu. Est-ce qu'on peut savoir les références de la musique qu'on a entendue? C'est une cassette. C'est une cassette piratoïde, non? Oui, c'est cela. C'est un vieux disque que j'avais acheté il y a fort longtemps et que j'ai cherché à Belgrade. Il ne l'avait plus. On m'a dit qu'on l'aurait dans 2 jours. Malheureusement, j'avais perdu ma carte de crédit en Bulgarie. Je n'avais que des traveler checks sur moi et il s'est révélé si difficile de chercher de changer des traveler checks à Belgrade dans une seule agence d'une seule banque, que la fin de mon séjour à Belgrade, j'étais très impécunieuse et je n'ai pas pu racheter cette cassette. Mais ça s'appelle Marche Nadvini. Je pense que si on habite Paris et que on va dans les petites épiceries balkaniques du 10e arrondissement, on doit pouvoir la trouver. On demandera à Guillaume s'il l'a pas. Parce que Guillaume, il n'est pas très pro-serbe, mais il a beaucoup de musique serbe. Voilà. Et c'est beaucoup plus joli encore c'est plus beau quand c'est chanté, parce que c'est les héros, tous les héros tremblaient, les héros arrivent, le père et le fils, voilà, c'est très beau. Merci. Pensez-vous que le prince Alexandre, fils du roi Pierre II de Serbie, a des chances de restauration ? Je dois avouer que je n'ai jamais posé la question et que personne ne m'en a parlé. Je n'ai pas vu une seule photo dans les boutiques, alors que j'étais très frappée en Bulgarie de voir des portraits du roi Siméon dans de très nombreux magasins. Je crois que la famille, les Karageorges, sont quand même pas mal discrédités. Mais Alexandre est quelqu'un qui a été très courageux dans cette période. Je suis allée en Serbie au mois d'août. Je suis moins pessimiste que Madame Gallic, car lors des mariages, c'est toujours de la musique folklorique. Je suis originaire de Macédoine, mariée à un Auvergnat, et je regrette qu'en France, on entende moins de musique folklorique de nos régions. En Serbie, mon mari et moi avons parlé français et personne ne nous a injuriés. Ils ont été charmants avec nous. C'est vrai. C'est ce que disait. Je confirme. Alors, simple rappel historique, il ne faut jamais oublier que les Serbes, par leur attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont participé à la victoire de l'américanisme. L'américanisation de la Serbie, attendez, je vous lis tout. L'américanisation de la Serbie date déjà d'un bon moment, puisque lorsque les Serbes ont abattu l'avion invisible, ils ont fêté cela par un concert de rock. Êtes-vous au courant que le Gauleiter Kouchner, en Serbie, a décrété que dans la province occupée, c'est encore la Serbie tout de même, a décrété que dans la province occupée par les mondialistes, c'est le Deutschmark qui est la monnaie officielle. J'en parle dans l'éditorial de cette semaine parce que ça me paraît tellement énorme que l'ONU ait promulgué une loi le 3 septembre
pour imposer le Deutschmark comme monnaie officielle d'une province, d'un pays qui est toujours reconnu par l'ONU, que c'est une revanche, je pense, dont von Rauschwitz n'aurait jamais rêvé. Mais ils ont également restauré les douanes, les barrières douanières. Alors, c'est-à-dire que les barrières douanières, c'est mauvais pour l'Europe, mais c'est bon pour les Balkans. Il faudra que Kouchner nous explique ça. Et il y a un dessin très drôle de Char dans le numéro de Rivarol qui sort demain. Après-demain. Après-demain. Et je peux dévoiler quand même. Ah, bien sûr. C'est Kouchner avec son sac de riz traditionnel qui est remplacé par un gros sac de Deutschmark posé sur les épaules. Et quelqu'un lui dit, Kouchner, croyez-vous en l'euro? Et il répond, Yavol. Mais donc c'est parfaitement. En Bulgarie aussi, je crois que le lev est indexé sur le Deutschmark. Tout à fait. Et le premier soir en Bulgarie, quand dans mon hôtel j'ai voulu changer, j'ai tendu un billet de 200 francs. On m'a dit Nur Deutschmark, seulement des Deutschmark. Ce qui veut dire à quel point l'Europe avance vite. C'est la francophonie, ça aussi. C'est la francophonie, la Bulgarie. Et dans la francophonie, je dédie ça à Monsieur Chirac. Et enfin, une dernière suggestion personnelle pour tous les deux. Pourquoi le Libre Journal et Rivarol ne fusionnent-ils pas en raison de leurs difficultés financières? Mais je crois pas que Rivarol ait des difficultés financières particulières. Moi, je veux pas répondre à la place de Camille, mais j'ai l'impression que... nous avons toujours eu de fondation des difficultés financières qui ne sont pas pires qu'elles ne l'étaient auparavant. On s'est habitué à la... Alors nous en revanche, nous on peut pas. J'en profite pour dire que nous en revanche, on a des difficultés financières, mais c'est pas cette fondation aussi d'ailleurs, c'est Guerre Nouveau. Et je profite pour dire que le Libre Journal reprend. Là, je termine ce soir le numéro de rentrée, numéro 188, avec des articles passionnants. Si vous voulez le commander, c'est 4 places France List et vous envoyez 30 francs en timbre pour avoir un numéro, puis après vous vous abonnez. Forcément. Est-ce que je peux donner l'adresse de Rivarol? J'allais vous y inviter. Si vous voulez un spécimen, vous pouvez écrire au 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris, ou téléphoner au 01 53 34 97 97. Et vous l'envoyez gratuitement le spécimen. Bien sûr. Et voilà. Vous voyez, nous n'avons pas de difficultés financières puisque les spécimens sont gratuits. La grosse presse riche comme Rivarol, ils envoient les spécimens gratuits, avec nous les petits journaux pauvres comme Libre Journal, on est obligés d'en demander 30 francs. C'est la monnaie. Alors pourquoi on fusionne pas? Parce que d'abord c'est tellement... Éternelle question. C'est tellement plus agréable quand on est plusieurs. Et puis ensuite parce qu'on a vraiment des sensibilités, des centres d'intérêt différents. Bon, il y a des choses que je publie, je pense que Camille ne serait pas intéressée à la publication. Il y a des choses qu'elle publie qui me paraissent mieux dans Rivarol que dans le Libre Journal. Oh, que c'est bien. Et c'est la même chose. Non, mais c'est la même chose avec Mondévy. Oui. Pourquoi, par exemple, pas fusionner avec Mondévy et puis avec... Faire un pool. Faire un pool. Mais parce que ça n'apporterait rien à personne, ça ne ferait que réduire. Chacun perdrait Puis on finirait bien par se battre quand même, il faut bien dire les choses. On finirait par faire sécession, par faire des scissions, et par créer des journaux dissidents. Alors, dernier mot sur la Serbie. Il y a plusieurs livres à lire, bien entendu, mais il y a un livre qui vient de sortir, qui est le recueil des chroniques de Kosta Kristic, La résistance serbe à l'âge d'homme. En général, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à lire les livres des éditions de l'âge d'homme parce que c'est formidable, souvent formidable en tout cas. Il y a un autre livre qui s'appelle Que vive le peuple serbe, qui est un recueil de 51 chroniques par 51 auteurs sur la Serbie, un hommage à la Serbie. Je veux dire que j'ai beaucoup de mérite à en parler parce que j'étais ulcéré qu'on ne nous demande pas un article. On aurait pu demander un papier à Blanza qui a traité pendant toute la période de la guerre dans le Libre Journal la question serbe sous tous les aspects. Je pense qu'on a été, sinon les meilleurs, du moins très très loin d'être les plus mauvais dans cette affaire. Et je suis un petit peu déçu de voir que un livre qui donne la parole à peu près à 51 personnes et pas trouver la moyenne de nous donner la parole à nous. Enfin, à nous non plus, personne ne nous a rien demandé. Mais c'est probablement... Et je pense que l'âge d'homme sera à la fête de l'UMA cette année. Un faux Balkan sera à la fête de l'UMA. Ce que je comprends d'ailleurs parfaitement.
Les Serbes sont dans une situation difficile. Je comprends qu'ils aillent partout où on les invite. Ben voilà. Et s'ils sont invités au BBR ou à Baltar chez Maigret, je comprendrais parfaitement qu'ils y aillent. On ne saurait mieux dire. Voilà. J'ajouterais que vous êtes sur Radio Courtoisie, où vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch. Alors, rapidement, les nouvelles du 3615 Libre Journal, qui fonctionnent toujours. Vous faites sur votre Minitel 3615 Libre Journal, et on ne se coupe pas la tête quand je parle du Minitel, monsieur Gilly. Mais nous l'avons répété pendant le mois d'août. Je sais bien, et moyennant 2 francs 23 la minute, on peut lire plein de choses. On peut avoir des adresses, on peut avoir des programmes de réunion, etc. Et puis on peut donner des messages. Par exemple, celui qui nous dit « Je m'inquiète pour le passage à l'an 2000 avec nos soldats au loin et tous ces malfrats qui pourront s'imaginer que le bug empêchera les flics d'être efficaces. À cette heure risque d'être un point de ralliement. Pas de problème pour certains quartiers. » Alors là, il y a un mot que j'arrive pas à lire, curieusement. Comme le 6e entre le Sénat et l'Assemblée avec ses grandes artères, etc. Donc quelqu'un redoute que les policiers soient pas efficaces dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier prochain. Je veux dire encore moins efficaces que d'habitude, c'est ça que je veux dire. Un auditeur sans doute expert des intoxications a affirmé un jour que la musique corse venait tout droit de la musique arabe ou maghrébine, comme si les Corses, en plusieurs milliers d'années d'histoire, avaient dû attendre les immigrés récents pour avoir une culture. Que pensez-vous de cet amalgame corse égale arabe? Je pense qu'il faudrait aller raconter ça aux Corses, en Corse. On pourrait passer un moment intéressant, oui. D'autre part, cette musique, c'est vrai que quand on écoute la musique serbe, par exemple, on retrouve des accents c'est vrai que de musique les Monténégrins ont la réputation d'être les Corses de Yougoslavie. On leur fait les mêmes blagues sur leur paresse supposée. Et puis, voilà, c'est ce que l'on raconte, oui. Voilà. Et bonne rentrée à Serge, le faf le plus rock'n'roll de la bande FM. Ah, vous êtes faf? Non, mais voilà. Bon. Et vous êtes rock'n'roll? Ça se voit. Pas vraiment. Oui, j'ai appris avec, non, mais c'est drôle. J'ai appris avec horreur que la technoparade, qui n'est qu'une gay pride multicolore où les jeunes s'adonnent à la fornication interraciale, aura lieu sur la pelouse de Reuilly. Où seront les BBR? Oui, bonne question. Au même endroit, à la même heure. Pas le même jour. Ah, c'est peut-être pas le même jour, alors. Bien amicalement, et bonjour à Victoria qui est bien plus belle qu'Ophélie Winter. Ah, oh là là. C'est mignon ça, non? C'est pas gentil ça, voilà. Là. Bon. Merci Camille Gallic. Alors j'invite encore une fois à lire Rivarol qui est... Alors d'autant que le prochain numéro, après tout, vous n'avez pas raison, oui. Hein, il y a un remarquable article de Serge de Beketch consacré dans la série Une ville des auteurs, consacré au Goncourt, les Goncourt au Fortif. Je suis très fier de cet article. Oui, je pense que j'aurais dû le publier dans le Libre Journal plutôt. Mais enfin, ce qui a été un excellent journal aussi, c'est ça ce que vous vouliez m'entendre dire? Oui. Oui, je comprends bien. Et à propos de cette idée de fusion, pourquoi pas un rapprochement? Et pourquoi pas une fusion? Front National, Mouvement National. Un auditeur fidèle, qui écrit gros, ce qui est agréable. C'est une bonne idée, peut-être un petit peu, comment dit-on? Prématurée. Prématurée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être. Mais nous fusionnerons, Serge, quand cette fusion sera faite. Voilà, c'est ça. Tiens, voilà. Je prends l'engagement formel, le jour où le Front National et le Mouvement National fusionnent, de demander ma fusion avec Rivarol. Hein. Voilà. Vous voyez, ça c'est dit. L'unité dans la diversité. Bien, et on change totalement de sujet sans musique intermédiaire pour gagner du temps. Alors Jean-Paul Gilly, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais vous n'imaginez même pas à quel point il n'a rien à voir avec tout ça, a créé, il y a combien de temps maintenant 1993. 6 ans ça fait. Un site internet. Ah non, le site, non. Non, pas un site internet. C'est ça, c'était à peine balbutiant. Oui, non, notre association. Une association, voilà, une association qui s'occupe des demandeurs d'emploi. Alors, oui. Jean-Paul, on va faire semblant de se vous voyez, mais on va certainement s'oublier, donc c'est pas grave. Oui. Alors, racontez-nous la genèse de votre idée et de votre association. Eh bien, les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent pour certains notre histoire déjà, parce que mais chaque jour on a des dizaines de milliers d'auditeurs nouveaux, donc. Alors, contrairement à une idée qu'on pourrait se faire, si je m'explique mal, nous ne sommes pas du tout une association spécialisée pour les demandeurs d'emploi, pas du tout. Nous sommes une association qui s'est passionnée dans l'intérêt de ses membres
à un moment donné, pour une communication des nouvelles technologies dans les quartiers difficiles de la région parisienne, de l'utilisation de ces nouvelles technologies par des populations un petit peu, disons, délaissées, et il s'est trouvé que, non pas par hasard tout à fait, mais que par voie de conséquence, lorsqu'il a fallu choisir les thèmes sur lesquels on serait ou éventuellement les plus efficaces, il s'est trouvé que l'emploi était un sujet qui nous est tombé comme ça du jour au lendemain et que on a pris au vol, quoi. Hein. Donc l'origine, c'est essayer de trouver des solutions pour les quartiers. Voilà, j'ai créé en 1993 une association parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été projeté dans un quartier périphérique. J'avais jamais traversé le périphérique, donc j'ai été habité à Pantin pour des raisons personnelles. J'ai découvert un monde. Chacun prend son plaisir où il le trouve. Moi, j'ai découvert. Oh, mais je regrette rien. C'était en fait, j'ai suivi la femme que j'aimais. Elle habitait là, j'y suis allé. Et donc. La femme. Voilà, exactement. Ça s'impose. Et donc, j'ai trouvé un quartier complètement, comme on dit dans le langage de la BAD, un peu destroy. Et j'ai créé une association à la demande de jeunes qui venaient me voir, parce que ça s'est passé comme ça, et toute l'histoire a débuté comme ça par hasard, par sympathie. Et donc, on a créé plein d'activités, je passerai de temps là-dessus. J'ai créé 4 ou 5 entreprises intermédiaires, c'est-à-dire de création de formation, de remise à niveau, etc. Et on a quand même mis environ une centaine de jeunes, le pied à l'étrier, qui ont recréé des liens sociaux, qui ont appris des métiers, qui ont créé des familles et qui maintenant habitent là-bas. Et on a été jusqu'à plus de 1000 quand même dans cette association. C'est devenu un gros truc. Alors, ce dont je suis fier aujourd'hui, et j'en suis d'ailleurs tout étonné, c'est que j'ai bien sûr dès le départ demandé des subventions, ça va de soi, mais quand même après 6 ans, après tout ce qu'on a fait, après tous les résultats qu'on a eus, je peux quand même aujourd'hui prendre le contre-pied de ces demandes inassouvies de l'époque et dire que on a tout fait dans cette association sans jamais aucune aide de l'État. Quand vous dites j'ai demandé des subventions, vous n'avez pas continué, vous avez demandé des subventions, vous n'avez jamais obtenu. Jamais rien. Et finalement vous avez fait 100. Et voilà. Donc maintenant on a le mérite d'avoir le contre-coup, c'est-à-dire de pouvoir dire, nous on a fait ça, et c'est à tel point que je me demande si j'en ai besoin maintenant. C'est à ce point, bien sûr. Ça c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire quelque chose. C'est la question que vous posez, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que finalement il n'y a pas un moment où la subvention c'est tellement facile qu'on dit bon, pour la subvention mais c'est pas la peine de se casser? C'est pas ça. C'est franchement sentimental ce que je vous dis. Je veux dire qu'on a traversé tellement de déserts, tellement d'épreuves, tellement de difficultés. On a reçu tant de promesses. Moi, j'ai des responsables politiques importants, dont je ne citerai pas les noms, qui sont venus, qui m'ont serré la main en me disant c'est formidable, on vous aide, je prends. Et de ce jour-là, on les a plus vus. Mais vous connaissez la célèbre phrase de Pasqua? Non, mais il faut le vivre. Je veux dire, les promesses n'engagent que ceux qui reçoivent. Ouais. Non, mais quand vous le vivez, on dirait que c'est hallucinant, quoi. On croit qu'on rêve, on se demande si on a bien entendu. Et voilà, donc on fait parce que la vie est prioritaire. Et donc finalement, comment expliquez-vous que tous ceux qui réclament toujours plus de moyens, qui les obtiennent, et en fin de compte, si peu de résultats? Alors, c'est une très bonne question. La vérité, je vais vous la dire, c'est un grand secret. Je devrais en faire profiter les amis de Radio Courtoisie, avec lesquels je partage non pas des idées forcément, mais au moins une conviction de sincérité. Et ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai découvert un truc dont je voudrais vous faire profiter, c'est que j'ai découvert que pour obtenir des subventions en France, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire partie de la commission qui les distribue. Alors, comme nous n'appartenons à aucune de ces commissions, nous n'en aurons donc jamais. C'est clair? C'est bon comme truc. Comment on fait? Bon, ça c'est un autre débat. On fera une émission, comment entrer dans les commissions qui distribuent les subventions pour pouvoir toucher les subventions. Le cinéma, ça a été ça, si vous vous rappelez. C'est l'histoire la fameuse histoire des organisateurs de galas au profit des organisateurs de galas. Voilà. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important finalement, c'est d'avoir réussi à faire ce qu'on avait envie de faire. Lorsque j'ai été voir une municipalité pour lui demander une aide, elle m'a répondu, écoutez, on a regardé votre projet, franchement, on n'y comprend rien, je sais même pas ce qu'Internet veut dire. Ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas des professionnels, donc on vous fait pas confiance, donc on vous donne ni subvention, ni locaux, rien du tout.
Alors on s'est mis au travail, et si vous voulez, c'est que ce qui est drôle avec ces nouvelles technologies, qui vont quand même, je vous le signale, révolutionner le monde. Ces nouvelles technologies ont ça d'extraordinaire, c'est que même pas un an après, aujourd'hui notre site, il est classé 3e par Microsoft en France. C'est-à-dire que nous avons le 3e site français. C'est-à-dire nous, chômeurs, sans un rond, sans rien du tout, uniquement avec la conviction et la force de nos membres, qui se sont voués vraiment d'une manière formidable à cette tâche. On a fait le pari de faire quelque chose et on a réussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous Donc avez ça fonctionne. Je veux dire que quand on veut s'en appel, les nouvelles technologies, ça marche. Alors, en quoi ça consiste aujourd'hui, dans l'état actuel de l'association? Quels sont vos moyens et quels sont vos... Alors, nos moyens sont... Vos produits, si j'ose dire. Oui. Alors, nos moyens sont à la fois ridiculement faibles et à la fois très importants. Ils sont très faibles parce que, bon, vous l'avez compris, on n'a pas d'argent. On ne vit que de la cotisation des membres qui est relativement libre. C'est-à-dire qu'on donne un peu ce qu'on veut. Enfin, les gens donnent 100 francs, quoi. Et chaque fois qu'on a un adhérent, on traite à fond sa question. Et ça nous coûte environ 500 francs. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre un adhérent, on perd 400 francs, quoi. Donc plus j'en rentre, plus on perd. Et malgré ça, on a plus de 1000 personnes qui sont passées dans l'association. On a on a fait beaucoup de choses. Alors, ce que ça a d'extraordinaire, cette technologie, c'est que lorsque on prend des bons principes au départ et qu'on prend le temps de bien faire attention, on arrive à créer la chose suivante, c'est-à-dire qu'on arrive à créer une communication électronique, certes, mais une communication entre des personnes qui cherchent un emploi, pour lesquelles, tout d'un coup, l'existence sur l'Internet, c'est-à-dire l'existence visible, le fait d'être présent, c'est-à-dire d'être tout simplement sur un site, vous permet de rentrer en communication avec l'ensemble des entreprises françaises. Alors ça paraît comme ça pas grand-chose, mais en fait c'est énorme. Ça veut dire que n'importe quelle personne aujourd'hui est en mesure d'installer une page sur Internet et d'être tout d'un coup en communication potentielle avec l'ensemble du tissu industriel français. Ce qui serait vraiment inimaginable avec tout autre support. Surtout pas avec le papier, naturellement. Mais aujourd'hui, donc, on peut faire ça. C'est-à-dire que nous traitons quel que soit le métier, l'origine, la culture, les possibilités d'écriture, quel que soit le métier, quoi. On arrive à créer un CV, un curriculum, très spécifique sur Internet, que la personne apprend à gérer, quel que soit son niveau, même à partir de rien, je veux dire, sans aucune connaissance électronique, et l'envoie à, s'il veut, 30 000 propositions d'emploi tous les jours, par jour, en ligne, et pour pas un sou. Donc c'est un média extrêmement nouveau, encore à l'étude, très efficace. Il y a en gros 50% de nos membres qui trouvent du travail tout de suite. Donc, la question qui va se poser très rapidement, pour nous, c'est de nous étonner, encore une fois, non plus de ne pas avoir de subvention, mais de s'étonner que ça n'aille pas plus vite dans notre pays pour l'installer partout. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Parce que on s'aperçoit que, bien sûr, Internet se développe. C'est l'Internet marchand, comme d'habitude, qui va prendre le devant de la scène. Le web culturel, il existe certes, bien sûr, mais quand même, il se développe pas aussi que ça. Et le web utile, social, vraiment celui dont vous et moi on a besoin, celui-là, d'une manière institutionnelle, ne se développe pas, ou pratiquement pas, et il se développe que dans le privé. Coupure technique. Alors, Olivier Montel, Jean-Paul Gilly, qui est le fondateur de l'association, nous expliquait que une des originalités très particulières de cette association, c'est qu'elle ne se contente pas du tout de placer sur le net des profils de demandeurs d'emploi, mais qu'elle assure la formation des membres de l'association. Et c'est vous qui vous occupez de cet aspect de la chose? J'ai été amené, grâce à Jean-Paul, à m'occuper de cela très sérieusement. Bon, moi j'ai connu Jean-Paul déjà par vous, par l'intermédiaire de Radio Courtoisie, à un moment difficile. Et j'ai compris qu'il fallait immédiatement redresser la barre. Jean-Paul a utilisé des termes et des mots qui ont fait que j'ai dit il y a des choses à faire.
Le moral est revenu, la volonté aussi, et on a dit on a des choses à faire. En fonction des compétences que mes collègues et moi-même avions, Jean-Paul a décidé de développer un projet. Ce projet, il m'a dit, il faut absolument le mettre maintenant en forme. Alors, qui dit vitesse, ne dit pas précipitation, mais il faut être clair, précis et faire des choses objectives. Donc il m'a demandé si cela m'intéressait. Effectivement, on a travaillé sur ce projet et on s'est rendu compte que dans certains domaines, les assistants de direction, les secrétaires ne connaissaient strictement pas Internet, avaient du mal, n'étaient pas toujours au point au niveau informatique. Donc on a dit, là, il y a des choses à faire. Bon. D'autre part, les gens qui perdent leur emploi, la plupart du temps, sont des gens qui ne sont pas capables de reprendre une autre activité. Ou difficilement. C'est-à-dire qu'on est ultra spécialisé maintenant dans notre formation, on sort de l'université et on est vraiment ultra spécialiste. Alors on va vous dire, vous avez quoi? Moi j'ai une maîtrise, oui mais j'en ai plein le placard. Vous avez quoi? DESS, j'en ai plein le placard. C'est bien, mais on sait faire quoi? Alors on a beau être bac plus Z, maintenant ça ne veut plus rien dire du tout. On peut se retrouver à la rue du jour au lendemain. Ça, Jean-Paul m'avait montré des curriculums qui étaient stupéfiants, enfin avec des gens avec des doctorats en physique nucléaire, des choses comme ça. Qui se retrouvent dehors. Qui sont chômeurs. Mais bien sûr. Alors, il y a quelque chose d'absolument terrifiant dans cette situation, c'est que ce sont des gens qui généralement ont investi toute leur jeunesse, tout leur temps dans des études, des travaux extrêmement lourds. Et puis, ils finissent ces études, où on leur a promis que s'ils travaillaient bien à l'école, eh bien, ils auraient une bonne place dans la vie. Le grand-père a dit ça, le père a dit ça, et ils arrivent au bout de 10-12 ans d'études, et ils se retrouvent chômeurs. Enfin, c'est quelque chose de révoltant. D'autre part, notre action est quand même complète, parce qu'en faisant de la formation, on respecte l'objectif d'Atlas Contact. C'est-à-dire que dans la formation, il y a automatiquement un contact. Et un contact avec des gens qui en ont besoin. Et des gens qui ont surtout besoin qu'on leur redonne une motivation et une confiance. Mais ça veut dire que ces adhérents de votre association, vous les recevez dans les locaux de l'association et vous leur faites un cours d'internet, si j'ose dire. Alors, il faut savoir que pour ce qui est de la formation, nous sommes un peu en partenariat avec un organisme tout à fait officiel, là par contre, qui est le Métaphore d'Aubervilliers, qui a été créé par Jacques Ralit, maire d'Aubervilliers, et sans aucune formalité, il nous a uniquement sur la qualité technique du projet, nous avons été invités à utiliser ces locaux. Donc on a mis à notre disposition des salles de formation, des machines, des connexions et des bureaux pour pouvoir exercer, en toute liberté, sans rien nous demander en échange. Et ce partenariat, j'en suis très, très heureux parce que c'est grâce à ça qu'on a